Je vous propose de faire une petite pause dans vos difficultés si vous en avez, tout en soulignant que malheureusement, avec l'enfant qui exprime des comportements difficiles, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de miracle. Le piège à éviter dans un premier temps, c'est de se sentir impuissant parce que les causes sont extérieures. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'en tant que personne, en tant que directeur, enseignant, vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas responsable de la situation, que l'enfant que vous accueillez dans votre école qui aurait des comportements difficiles, ben, c'est la société, c'est les parents, c'est le système, c'est les GSM, c'est Internet, tout ce qu'on veut, d'accord? Oui, ça c'est peut-être la réalité. Mais si vous restez dans cette idée-là, vous n'avez pas trouvé la force de pouvoir, en équipe, ça je le souligne, intervenir sur les situations auxquelles on est confronté. Il faut prendre conscience que la plupart des problèmes en classe peuvent se résoudre en classe ou dans l'école. Si vous êtes confronté à une situation problématique dans votre école avec un ou des enfants qui exprimeraient des comportements difficiles, je dis souvent des enfants qui expriment des comportements difficiles parce que je ne parlerai jamais d'un enfant difficile. Pour moi, un enfant n'est pas difficile, mais un enfant exprime des comportements difficiles qui nous désarçonnent. Cette distinction-là, au niveau narcissique pour l'enfant, elle est déjà phénoménale, même dans nos interventions, bien faire la distinction entre l'enfant et son comportement. On aurait peut-être tendance, dans une école, face à un Paul, l'enfant difficile aujourd'hui, mais ce sera Paul, voilà, c'est moi, je suis quand même assez difficile aussi, vous allez le voir. Et quand on a Paul dans son école et qu'on a des difficultés, on pourrait s'observer à toujours faire un peu de la même chose. On fait des réunions, on convoque les parents, mais il n'y a rien qui change. Je travaille comme directeur dans l'enseignement spécialisé à Marcinelle, au Bois-Marcel, et j'accueille dans notre école maternelle et primaire, 96 élèves qui ont des troubles du comportement, type 3, troubles du comportement ou de la personnalité. Je me dois déjà de distinguer avec vous quelle est la différence entre un comportement difficile et un trouble du comportement. Je ne vais pas, avec le nombre de personnes ici, pouvoir vous mettre en interaction, mais je vais vous le partager. Un comportement difficile, nous avons tous des comportements difficiles. Nous n'avons pas tous des troubles du comportement. Comportement difficile, c'est un comportement qui est inacceptable, que l'on peut modifier en appliquant les règles de l'école et de la classe. Un élève est compliqué dans la classe, vous le rappelez à l'ordre, vous le menacez, vous le sanctionnez, vous lui donnez des conséquences, vous le punissez, il change son comportement, voilà, il a compris que vous êtes l'autorité, qu'il y a des règles qu'il faut respecter, il change son comportement, il a eu un comportement difficile. Par contre, le trouble du comportement, c'est un comportement qui est difficilement modifiable par les règles. On doit toujours intervenir systématiquement. Mes pensées, c'est pas grave. Les comprendre pour intervenir. Lorsqu'on est dans la réaction, on est touché dans nos affects, on est touché en tant que personne, il faut pouvoir mettre de la distance pour intervenir auprès de l'enfant. Et la seule façon pour moi de pouvoir mettre cette distance pour rester dans une posture pédagogique, bienveillante et respectueuse, c'est de comprendre ce qui se passe chez l'enfant. Moi, c'est ce que j'essaie de partager en général. On n'excuse pas l'enfant de ses comportements, mais on le comprend, donc on peut se détacher, ce qui évite à certains moments aussi le contre-transfert négatif. Le contre-transfert négatif, c'est à certains moments, lorsqu'on est dépassé, on projette notre faiblesse nous-mêmes sur l'enfant, et c'est l'enfant qui est méchant, et ce n'est pas l'enseignant ou la direction qui est incompétente. Et ça, lorsque nous aurions ces pensées, nous l'aurions de façon aussi inconsciente, au même titre qu'un enfant qui exprime des comportements difficiles, ça s'appelle de la projection. Je projette ma faiblesse chez l'autre. Ça, il faut l'éviter, mais j'ai moi-même été enseignant, instituteur pendant 15 ans avec des élèves de 4e, 5e, 6e primaire dans l'enseignement spécialisé, mais je me suis observé, reconnu aussi dans des comportements qui n'étaient pas respectueux envers l'enfant parce que je n'en pouvais plus, parce que j'étais débordé. Et après, j'ai changé mon chemin, j'ai réfléchi sur ma façon de faire, j'ai vécu du stress, j'ai aussi vécu de la culpabilité. J'adore la chimée blanche le soir quand je rentre chez moi. Hein, voilà. Au début de carrière, quand on commence, il y a des jeunes ici, je vois, mais au début, on fait un peu de sport, et puis le vendredi, c'est l'apéro, génial. Quoi qu'on vient d'inventer le jeudi, hein, c'est peut-être sociétal, mais mercredi, on vient de le faire. Bon. Alors, une chimée, 2 chimées, 3 chimées, 4 chimées.
Ok. Je vous passe les détails. Hein. Après 15 ans d'expérience, on a la bouteille de rosé. En fin de carrière, on essaye de faire une cure. On se remet au sport. Voici des exemples de la vie de tous les jours dans l'expression de l'angoisse des enfants. L'enfant qui exprime des comportements difficiles, ici je suis dans un côté pathologique, il réagit à l'angoisse. Il va réagir avec ce type de défense. Il y a tout d'abord les défenses maniaques, la projection, le fonctionnement en faux self, les replis phobiques, les états dépressifs. Tout ce type de comportement, tous ces types de comportements que je vais vous expliquer sont des comportements qui sont normaux dans le psychisme de chacun, de vous et de moi-même. Ce qui serait inquiétant, c'est que nous serions tout le temps là-dedans, que nous ne le conscientiserons pas, on ne va pas le conscientiser, et on le fait tout le temps. Donc nous pouvons tous, à certains moments, dans la vie de tous les jours, maintenant, tout à l'heure, moi, n'importe quand, avoir ce type de comportement, la toute-puissance, le déni, l'agitation désordonnée, la fabulation. Je vais vous donner l'exemple de la toute-puissance. Un enfant qui serait dans la toute-puissance, c'est un enfant qui ne supporte pas l'autorité, mais aussi qui va se confronter à vous, qui va être effronté et qui va vraiment, surtout face au groupe classe, s'opposer à vous. Le déni, c'est l'enfant que vous prenez sur le fait. Vous le voyez sur la cour de récréation, il a bousculé Jonathan, vous lui dites tu ne peux pas bousculer Jonathan, il vous regarde et vous dit moi mais j'ai rien fait. Alors si je ne suis pas dans la réflexion dans laquelle je suis moi, je pourrais lui dire et en plus tu te fous de ma gueule. La projection, ce sont des enfants qui remettent toutes leurs faiblesses sur l'autre. Ce sont des enfants pour lesquels, excusez-moi, il est difficile de jouer ensemble. Les jeux de coopération, c'est impossible. Si vous jouez au Uno avec un enfant qui serait dans la projection, il va voir, on distribue les cartes, il va voir que son tas de cartes commence à diminuer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son tas de cartes, il va le jeter, il va démissionner, il va dire tu as triché, il va dire tu as fait exprès de me donner les cartes mauvaises. Il est impossible pour un enfant qui est dans la projection de perdre. Si je joue au football sur la cour de récréation avec Paul qui serait dans la projection, quand il va commencer à perdre, il va abandonner le match de football, il va partir. C'est insupportable pour lui de perdre. Tous ces comportements-là, que vous voyez ici, sont l'expression des angoisses chez l'enfant. Et il le fait de façon inconsciente. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que professionnel? Vous pouvez éviter, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, de poser un diagnostic. D'accord? Soyez dans l'observation. Vous pouvez signaler aux parents, vous pouvez signaler au PMS, vous pouvez signaler à votre directeur que l'enfant vous semblerait qu'il y ait des problèmes en citant les comportements observables, mais sans jamais parler de troubles du comportement, parce que la personne qui va poser ce diagnostic est un spécialiste. Ce sera un psychologue du PMS, ce sera un pédopsychiatre qui posera un diagnostic. Garni en estime d'eux-mêmes, si j'interviens encore en visant la personne, je vais inhiber le peu d'estime de soi qu'il a. Il faut vraiment être vigilant à cela. Et aussi apprendre à adopter des comportements adéquats. À l'heure d'aujourd'hui, dans notre triste monde, où les enfants à l'âge de 6 mois, mesdames, messieurs, 6 mois, sont devant leur GSM 8 heures par jour, est-ce qu'on peut demander à un enfant d'avoir un comportement adéquat alors qu'il n'aurait jamais expérimenté? Nous devons, je crois, aujourd'hui, dans l'éducation, apprendre des choses que les parents n'ont pas appris. Puisque le GSM, pour certains parents, ça rend intelligent. Ben oui, l'enfant roi. Vous connaissez les enfants rois? Alors, ma définition de l'enfant roi, c'est quoi? L'enfant roi, c'est un enfant... Pour moi, l'enfant roi, ce n'est pas un trouble du comportement. Pour moi, l'enfant roi, c'est un comportement difficile. Que l'on peut réparer si je suis enseignant, si je suis instituteur, si je suis directeur d'école, en mettant un cadre et en faisant respecter les règles. Parce que le parent qui serait surprotecteur ou qui laisserait tout faire, il va générer un enfant roi. L'enfant roi, chez moi, c'était Dominique Junior. Je ne partage dans mes formations et dans mes travaux aucune théorie, je ne partage que de la pratique de terrain que j'ai observée, avec des pistes qui fonctionnent, des pistes qui fonctionnent moins. La seule partie théorique à laquelle j'apporte énormément d'importance, c'est la pyramide de besoins d'Abraham Maslow. Il y en a différentes. Et qu'est-ce que je dis? Je dis qu'un enfant... Alors j'ai ajouté dans mon dernier livre, avant la pyramide physiologique, les tâches physiologiques,
je me suis permis de modifier la pyramide de M. Maslow et j'ai ajouté l'attachement. Tant que l'enfant n'est pas dans l'attachement, il peut se laisser mourir même s'il mange. Vous accueillez dans votre école à l'heure d'aujourd'hui nombre d'enfants qui auraient des troubles de l'attachement. Les enfants abandonniques, je peux en parler pendant 3 heures, ici je n'ai pas le temps. L'enfant qui serait dans le trouble de l'attachement insécure a tous les troubles du comportement, je vous ai décrit tout à l'heure. Il les a tous les jours, tout le temps, du matin au soir, du soir au matin. Même s'il vous dit avec son petit sourire, madame, monsieur, je vous promets. Alors, je vais arrêter. L'importance de ma réflexion aussi, c'est l'anticipation. Et quand on fait un atelier en formation, c'est se dire, voilà, le problème, il est là avec Paul, qu'est-ce qu'on fait pendant la crise, voilà ce qu'on fait. Mais malgré ce qu'on fait, il n'y a rien qui change. Qu'est-ce que l'on pourrait faire en anticipation pour éviter le problème? Et étonnamment, on trouve plein de choses. Et c'est en travaillant dans l'anticipation qu'on va pouvoir économiser de l'énergie, de sortir de ce rôle de gendarme. Anticiper, c'est super important. Alors, je continue. Je ne sais pas quelle heure il est, permettez, je regarde. Allez, en même temps. Vous me dites quelle heure? 10h10. C'est 10h30, c'est ça? On est cool, c'est bien. Alors, signaux d'alerte des comportements difficiles, là j'en ai mis quelques-uns, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Refus du travail scolaire, décrochage, crise scolaire, bagarre, insulte, comportement destructeur, vandalisme gratuit, déni de ses fautes, de ses responsabilités, crise ou perte de contrôle, test de limite dans toutes les situations, cherche l'attention par des comportements déviants, se désorganise dans les moments de transition, inhibition, repli sur soi, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs, tout ce que vous pourriez observer. Alors, les réactions que nous pourrions avoir en tant qu'enseignant, en tant que directeur, en tant qu'éducateur, quand vous êtes face à ces enfants qui expriment des comportements difficiles, vous pourriez vous poser des questions. Vous pourriez vous battre au sens propre, au sens figuré. Vous pourriez hurler. Vous pourriez pleurer. Vous pourriez aider l'autre, vous pourriez être malade. Hein? Moi, le être malade, quand je suis en formation, quand j'ai des formations en école, et que l'école est un peu chaotique comme ça, je n'ai pas peur de dire à l'école, pour moi, une école qui est malade, c'est quand il y a beaucoup d'enseignants malades. S'il y a beaucoup d'enseignants malades dans l'école, c'est que votre école, elle est malade. Je ne parle pas du Covid, hein. Il y a eu beaucoup d'écoles malades pendant le Covid, mais je veux dire, c'est un signe. Ça pourrait être un signe. S'il y a beaucoup d'absence, c'est qu'à certains moments, il pourrait y avoir un malaise. Maintenant, il y a des enseignants qui aiment être malades. Hein. Il y a de tout. Il y en a qui viennent travailler malades. Vous pouvez crier au secours et vous pourriez avoir envie de partir en vacances. C'est bientôt les vacances de tout ça.